12 mai 1943, 13h47. Atlantique Nord, 47°23' nord, 19°41' ouest. Le capitaine de corvette Heinrich Vogel se tenait dans le kiosque du U-537, scrutant l'horizon à travers des jumelles couvertes de sel séché. Autour de lui, cet autre U-boat naviguait en surface en plein jour, formant une ligne qui violait toutes les règles de la guerre sous-marine, apprises au cours de 4 années de combat brutal dans l'Atlantique. Dans les 15 minutes qui allaient à suivre, les 8 sous-marins disparaîtraient. Non pas coulés par des destroyers ou des corvettes, mais par des avions qui, en théorie, n'auraient jamais dû pouvoir atteindre une zone aussi éloignée au cœur de l'Atlantique. Les Américains les appelaient les Liberator, et cet après-midi de printemps, ils allaient justifier ce nom lors des 15 minutes les plus dévastatrices de la guerre anti-sous-marine que la Kriegsmarine ait jamais connue. La catastrophe qui devait se dérouler au milieu de l'Atlantique, le 12 mai 1943, avait commencé 6 semaines plus tôt, dans les bunkers de béton de l'Orient, en France occupée. Le grand amiral Karl Dönitz, commandant en chef de la marine allemande, avait convoqué ses officiers supérieurs des U-boats pour une conférence d'urgence. Le sujet, la puissance aérienne alliée, étranglait les tactiques de meute de loup, qui avaient presque permis à l'Allemagne de remporter la bataille de l'Atlantique. Le capitaine de corvette Heinrich Vogel, commandant de la 9e flottille de U-boats, présenta une proposition radicale, consignée dans les archives opérationnelles de la Kriegsmarine. Son analyse des schémas de patrouille alliés révélait une faille, une zone comprise entre 600 et 800 milles nautiques de terre neuve, où toute couverture aérienne semblait impossible. Le B-24 Liberator disposait d'une autonomie théorique de 2100 milles, mais en conditions réelles, avec charge de bombes complète et temps de patrouille, son rayon d'action effectif ne dépassait pas 600 milles nautiques à partir des bases côtières. Le plan de Vogel était d'une précision mathématique. En formant un convoi de 8 U-boats naviguant en surface dans cette supposée brèche de l'Atlantique, ils pourraient maintenir une vitesse de 17 nœuds, soit le triple de leur vitesse en plongée. Ainsi, la traversée de l'Atlantique pourrait être accomplie en 5 jours, au lieu des 15 habituels pour un transit individuel en plongée. Les calculs opérationnels paraissaient irréprochables. La zone sans couverture mesurait 400 milles nautiques de large. Les avions alliés auraient besoin d'environ 8 heures de vol, rien que pour atteindre ses abords, ne laissant presque aucun temps de patrouille. Le commandement des U-boats approuva l'opération Seeteufel, le 3 avril 1943. 8 sous-marins de type 9S furent sélectionnés pour leur capacité de long rayon d'action. Selon les registres de la Kriegsmarine, chacun déplaçait 1120 tonnes en surface, emportait 22 torpilles et était armé de canons anti-aériens de 37 mm et 20 km. Les bâtiments désignés furent U-537, U-541, U-543, U-546, U-548, U-552, U-558 et U-564. Mais l'échec du renseignement allemand fut total. Ce que la Kriegsmarine ignorait et ne pouvait pas savoir, c'est que les scientifiques britanniques du établissement de recherche en télécommunications avaient déjà résolu le problème d'autonomie du Liberator. Des modifications techniques, documentées dans les archives du commandement côtier de la Royal Air Force, avaient permis d'augmenter le rayon d'action de l'appareil à 850 milles nautiques en retirant les plaques de blindage, en installant des réservoirs de carburant auxiliaires dans la soute à bombe et en optimisant l'altitude de croisière. Les Américains faisaient voler ces Liberators à très long rayon d'action depuis Terre-Neuve depuis mars 1943, comblant ainsi la faille au milieu de l'Atlantique sur laquelle reposaient tous les calculs de Vogel. Les services de décryptage de Bletchley Park avaient intercepté dès le 15 avril 1943 les communications allemandes préparant l'opération Seeteufel. Les commandements aéronavals alliés savaient donc que les U-boats étaient en route. Le 11 mai 1943, à 22h, les 8 sous-marins se rassemblèrent à 150 milles au sud-ouest de l'Islande.
L'ordre opérationnel de Vogel, retrouvé dans les débris après la guerre, prescrivait une formation en 2 colonnes de 4 bâtiments, espacés de 500 mètres, suivant un schéma en zigzag toutes les 20 minutes et maintenant une veille aérienne continue. À l'aube, les sous-marins plongèrent brièvement, puis refirent surface à 8 ans pour commencer leur traversée à grande vitesse de ce qu'ils croyaient être une zone sûre. Mais ils étaient déjà observés. Le lieutenant-commandant James Harrington, de l'escadron VP-84 de la marine américaine, avait décollé de Argentia, Terre-Neuve, à 5h30 du matin le 12 mai 1943. Son B-24D Liberator, surnommé Atlantic Reaper, embarquait des modifications représentant la pointe de la technologie anti-sous-marine. L'équipage, normalement composé de 10 hommes, avait été réduit à 8 pour alléger l'appareil. Tous les espaces disponibles contenaient désormais du carburant. La charge de bombes standard avait été remplacée par 8 grenades sous-marines et 8 bombes de 500 livres, toutes équipées de détonateurs hydrostatiques. Le radar 16V Mark III du Liberator, fonctionnant sur une longueur d'onde de 10 cm, pouvait détecter des sous-marins en surface jusqu'à 12 milles dans des conditions optimales. Ce matériel, développé par des scientifiques britanniques et produit aux États-Unis, n'était opérationnel que depuis 6 semaines. La marine allemande ignorait totalement son existence. Les U-boats qui naviguaient en surface en dessous ne savaient pas qu'ils émettaient une signature radar visible comme un phare. À 13h32, l'opérateur radar, le second maître Robert Kellerman, détecta plusieurs échos au cap 047 de Grues, à 18 milles de distance. Le retour radar montrait 8 cibles distinctes en formation. Le rapport de mission de Harrington, conservé dans les archives nationales américaines, décrit son évaluation immédiate. 8 contacts de surface en formation militaire, espacement et mouvement compatibles avec une meute de U-boats. Passage à l'altitude d'attaque. La situation tactique favorisait entièrement les assaillants. Le Liberator approchait par le sud-est avec le soleil dans son dos, rendant toute détection visuelle par les sous-marins pratiquement impossible. Les U-boats, concentrés sur l'horizon au nord et à l'ouest, d'où ils pensaient que viendrait la menace, maintenaient leur route vers l'est à 17 nœuds. La capacité anti-aérienne de la formation, théoriquement redoutable avec 64 canons répartis sur 8 bâtiments, dépendait pourtant d'une alerte précoce pour mettre les pièces en batterie. Harrington descendit à 200 pieds en approche à 210 nœuds. Son copilote, l'enseigne de vaisseau de 2e classe Thomas Brennan, arma les 16 munitions. Le bombardier, l'enseigne de vaisseau David Walsh, était accroupi dans le nez, le viseur Norden aligné. Le mitrailleur de proue servait les 2 mitrailleuses jumelées de calibre .50. Le plan tactique était d'une brutalité simple. Une passe de mitraillage rectiligne sur toute la longueur de la formation, en larguant les armes séquentiellement à des intervalles de 3 secondes. À 13h45, les guetteurs du U-152, bâtiment arrière de la colonne ouest, repérèrent le Liberator. Le capitaine-lieutenant Klaus Forrester, commandant le U-552, transmit l'alerte. Appareil au cap 135, basse altitude, approche rapide. Le message radio, intercepté par les stations d'écoute alliées, serait la dernière transmission du U-552. 7 commandants de U-boats comprirent simultanément leur cauchemar, pris en surface par un bombardier quadrimoteur sans échappatoire possible. Les procédures de plongée d'urgence nécessitaient de 30 à 35 secondes entre l'alarme et l'immersion. Le Liberator était à 40 secondes. Les équipes anti-aériennes se ruèrent sur leurs pièces, mais toute coordination était impossible. Chaque commandant dut trancher aussitôt, plonger et devenir une cible immobile, ou rester en surface et se battre avec des canons servis à la hâte. Vogel, à bord du U-537, en tête de formation, prit la décision qui scella leur destin. Il ordonna à tous les bâtiments de rester en surface et d'engager le combat.
Ce fut le dernier ordre qu'il donnerait de sa vie. Avant de reprendre, dites-nous d'où vous nous regardez. Et si cette histoire vous touche, abonnez-vous. Demain, j'ai réservé quelque chose de vraiment spécial pour vous. 13h47 et 12 secondes. Les mitrailleuses de nez du Liberator ouvrirent le feu à 800 yards. Les traçantes, 1 sur 5, au phosphore pour la visibilité, filèrent vers le U-boat, de tête en des lignes brillantes qui semblaient presque lentes. Les balles de calibre 50, pesant chacune plus de 1,7 onces et voyageant à 2900 pieds par seconde, atteignirent le kiosque du U-537 en 1,2 secondes. L'effet fut instantané et catastrophique. Le capitaine de corvette Vogel, toujours debout dans le kiosque jumelle levé, fut frappé simultanément par 3 projectiles. Les balles incendiaires perforantes traversèrent la mince tôle d'acier du kiosque comme du papier. 4 autres hommes de passerelle moururent dans les 2 premières secondes de l'attaque. Le veilleur qui tentait d'atteindre le canon de 37 mm n'y parvint jamais. Son corps retomba en arrière dans l'écoutille ouverte, bloquant la procédure de plongée d'urgence. Le bombardier du Liberator largua la première grenade sous-marine à 13h47 et 18 secondes. La Mark 44 de 650 livres, réglée pour une explosion peu profonde à 25 pieds, quitta la soute à bombe. Elle frappa l'eau, 40 pieds en avant, de l'étrave du U-537. Le détonateur hydrostatique se déclencha précisément à 25 pieds de profondeur. 300 livres de Torpex, 50% plus puissant que le TNT, explosèrent en une déflagration sous-marine massive qui créa une onde de pression se propageant à 5000 pieds par seconde dans l'eau de mer, milieu incompressible. L'étrave du U-537 fut entièrement soulevée hors de l'eau sous l'effet de la détonation. La coque épaisse, conçue pour résister à une compression graduelle en profondeur, ne put survivre au choc instantané d'une explosion à si courte distance. Les rivets cisaillèrent le long des cloisons avant. L'eau de mer envahit la chambre des torpilles sous une pression terrible. L'air du bâtiment entraîna son étrave endommagée vers le bas. 8 secondes après l'explosion, l'étrave du U-537 pointait à 45 degrés, vers le plancher océanique, 2400 pieds plus bas. Le Liberator poursuivit sa passe de mitraillage à 200 pieds d'altitude et 210 nœuds. 3 secondes après le largage de la première grenade sous-marine, la seconde arma tomba vers le U-541. Le capitaine-lieutenant Veer Hartman avait réussi à engager une plongée d'urgence. L'écoutille du kiosque était close. Les barres de plongée étaient braquées à l'angle maximum vers le bas. Le sous-marin avait atteint environ 15 pieds de profondeur quand la grenade explosa à 30 pieds de la poupe. L'explosion survint au pire moment de la séquence de plongée. La poupe était encore proche de la surface tandis que la proue avait atteint 25 pieds, présentant une surface maximale à l'onde de choc. La violence du souffle écrasa le compartiment arrière des torpilles et rompit les réservoirs de carburant. Le diesel, mêlé à l'eau de mer, forma à la surface une nappe gigantesque. La poupe se dressa à un angle impossible, presque vertical, tandis que l'inondation des compartiments avant tirait la proue vers le fond. 47 hommes moururent dans l'obscurité totale, leur bâtiment devenant leur tombe. Le U-543, commandé par l'Oberleutnant zur See Hans-Jürgen Hofer, tenta de riposter. L'équipe du canon de 37 mm avait atteint sa pièce et ouvrit le feu. Le canon anti-aérien, capable de tirer 80 coups par minute, projeta ses obus vers le Liberator dans un geste désespéré. 3 impacts percèrent l'aile gauche du bombardier, trouant le revêtement d'aluminium sans toucher de systèmes vitaux. La riposte des mitrailleuses de sabord du Liberator tua net 4 des 5 servants. La 3e grenade sous-marine tomba à 13h47 et 24 secondes. Elle explosa directement sous la coque épaisse du U-543, au maître-bot, son point le plus vulnérable.
L'explosion souleva tout le sous-marin de 1120 tonnes hors de l'eau. Les membres d'équipage, situés sous le pont, furent projetés contre les cloisons avec une force écrasante. La coque sous pression se fissura sur toute sa longueur dans un bruit semblable à un coup de canon. Le U-543 se brisa en deux. Les deux sections sombrèrent en moins de 20 secondes, entraînant les 52 hommes à bord. Encore le souffle aux lèvres et la terreur au cœur. 12 secondes s'étaient écoulées depuis le début de l'attaque. 5 U-boats restaient et le Liberator disposait encore de 13 armes. La chronologie tactique, reconstituée à partir des débriefings de l'équipage du Liberator et de fragments de journaux de bord allemands, révèle la précision mécanique de la destruction. À 13h47 et 30 secondes, soit 18 secondes après le début de l'attaque, le U-546 tenta ce qui allait devenir la seule plongée d'urgence réussie de la formation. Le corvette-capitaine Paul Dietrich comprit l'inutilité du combat en surface dès que la passerelle du U-537 explosa sous le feu des mitrailleuses. Son équipage exécuta la procédure de plongée d'urgence avec une perfection absolue. L'écoutille du kiosque claqua, les évents s'ouvrirent, les ballastes principaux furent inondés, les barres de plongée braquées au maximum. Le sous-marin atteignit 30 pieds de profondeur quand la 4e grenade sous-marine explosa à 50 pieds de la coque. À cette profondeur, la coque résistante put supporter l'onde de choc. Le bâtiment trembla violemment, les ampoules éclatèrent dans tout l'intérieur. Les hommes furent projetés contre les appareils, mais la coque tint bon. Dietrich ordonna de descendre à 200 pieds et d'adopter la vitesse d'urgence. Le U-546 s'échappa, endommagé, mais encore opérationnel. Des 8 U-boats engagés dans l'opération Seeteufel, il serait le seul survivant. 48 hommes devaient leur vie à la décision instantanée de Dietrich de plonger plutôt que de combattre. Mais survivre signifiait abandonner 7 navires frères à leur sort, un choix qui entrait tous les rescapés jusqu'à la fin de leur jour. Le bombardement du Liberator se poursuivit avec une efficacité dévastatrice. Le U-548, commandé par le capitaine-lieutenant Friedrich Hallreich, prit feu après la 5e explosion qui déchira les conduites de carburant diesel. L'explosion se produisit à 13h47 et 36 secondes. Le carburant enflammé se répandit sur la mer plus vite que les hommes ne pouvaient nager. 23 membres d'équipage abandonnèrent le navire, 18 périrent dans les flammes. 5 survivants furent repêchés 3 heures plus tard par une corvette canadienne. 2 moururent ensuite de leur brûlure pendant l'évacuation vers Terre-Neuve. Le U-552, dont les guetteurs avaient été les premiers à repérer le Liberator, affronta la 6e arme à 13h47 et 42 secondes. Le capitaine-lieutenant Klaus Förster maintint son bâtiment en surface pour concentrer le feu de plusieurs canons antiaériens. Les canons de 20 mm crépitèrent des centaines de balles. Le canon de 37 mm tira méthodiquement. Aucune ne toucha le Liberator dans une zone vitale. Le tir de riposte du bombardier, provenant de plusieurs positions de mitrailleuses, tua ou blessa tous les hommes sur le pont. La grenade sous-marine qui anéantit le U-552 explosa directement sous la salle de contrôle. Le souffle rompit la coque résistante en plusieurs points à la fois. Le sous-marin sombra par l'étrave, à un angle proche de 60 degrés. L'eau de mer pénétra par les brèches sous une pression si violente que les hommes dans les compartiments avant furent écrasés contre les cloisons par la force de l'eau. Le navire disparut entièrement sous la surface en 14 secondes. Aucun survivant. À 13h47 et 48 secondes, soit 36 secondes après le début de l'attaque, le UA-558 subit la 7e explosion. Le capitaine-lieutenant Gunther Leutnant avait tenté une fuite en surface hors de la zone d'attaque, poussant les moteurs diesel à la puissance d'urgence. 18 nœuds dans une course désespérée. La grenade sous-marine tomba courte, mais explosa à faible profondeur.
L'onde de choc frappa la poupe en biais, bloquant le gouvernail à tribord et détruisant l'arbre d'hélice bâbord. Le U-558 entra dans une spirale de mort, tournant à grande vitesse sans plus pouvoir ni manœuvrer ni plonger. L'équipage évacua les compartiments arrière, tandis que l'eau envahissait la coque par le joint endommagé de l'arbre. Voyant son bâtiment condamné, le commandant ordonna l'abandon. 36 hommes sautèrent dans l'Atlantique. Le sous-marin poursuivit sa course circulaire pendant encore 2 minutes, avant que l'inondation ne l'entraîne par le fond. 29 des 36 survivants furent ensuite recueillis par des navires alliés. Les 7 autres moururent d'hypothermie dans une eau à 6 degrés avant l'arrivée des secours. 1 minute s'était écoulée depuis que le Liberator avait ouvert le feu. 7 U-boats étaient détruits ou hors de combat. Il n'en restait qu'un, le U-564, commandé par l'Oberleutnant Zursee Reinhard Surin, le plus jeune commandant de la formation, âgé de 26 ans. Il lui restait 9 armes ennemies à affronter et peut-être 20 secondes à vivre. Mais Surin avait un avantage que ses 7 navires frères n'avaient pas eu, le temps d'observer et d'apprendre. 60 secondes à regarder mourir les U-boats lui avaient enseigné qu'en surface, la mort était certaine. Mais plonger transformait le sous-marin en cible immobile pour les armes restantes du Liberator. Il choisit une 3e voie, interdite par les règlements et absente de toute doctrine. Il allait combattre et plonger en même temps, à 13h47 et 54 secondes, tandis que le Liberator achevait son passage au-dessus de l'épave en feu du U-558. Surin donna une série d'ordres qui seraient plus tard consignés dans le témoignage des survivants. Tous au poste de plongée. Préparez plongée d'urgence. Les équipes de tir restent à leur poste et tirent jusqu'à ce que l'eau atteigne les canons. Salle des machines, maintenez pleine puissance jusqu'à mon ordre de plongée. C'était une folie tactique. C'était aussi la seule chance du U-564. Les équipes des canons de 37 mm et de 20 mm ouvrirent le feu, alors que le Liberator virait pour entamer sa seconde passe d'attaque. Le tir antiaérien, plus précis maintenant que les artilleurs avaient observé le profil de vol de l'appareil, perça des trous dans le fuselage du bombardier. Un obus de 37 mm frappa la position de la mitrailleuse tribord, tuant sur le coup le matelot de première classe Daniel O'Connor et blessant le mitrailleur de sabord bâbord. Un autre projectile pénétra dans le compartiment radio, détruisant les équipements de communication, mais, par miracle, épargnant l'opérateur radio. Le lieutenant-commandant Harrington sentit l'appareil trembler sous les impacts. Son rapport d'après-action, dactylographié sur un papier taché de sang, décrivit l'instant avec froideur. L'appareil a subi plusieurs impacts du tir antiaérien ennemi. Perte signalée. Décision de poursuivre l'attaque malgré les dommages. La cible représentait une menace pour la navigation alliée si elle parvenait à s'échapper. Le Liberator s'aligna pour sa 2e passe à 13h48 et 10 secondes. Harrington approcha sous un autre angle, plus bas, 150 pieds, et plus rapide. Les équipes antiaériennes du U-564 suivirent l'avion avec une détresse croissante. Surin, observant depuis le kiosque, attendit que le Liberator fût à 600 yards avant de donner l'ordre. Plongée d'urgence, cessez le feu, quittez le pont. Les artilleurs abandonnèrent leurs armes et se précipitèrent vers l'écoutille du kiosque. Surin fut le dernier à quitter le pont. Il referma violemment la trappe alors que l'eau balayait déjà le pont avant. Le U-564 commença sa plongée à 13h48 et 18 secondes. Le Liberator était à 400 yards et approchait à 220 nœuds. Le point de largage de la 8e grenade sous-marine serait atteint dans environ 6 secondes. Mais l'équipage du Liberator se heurta à un problème tactique inattendu. Le U-564 plongeait, mais pas selon un profil de plongée d'urgence standard. Le sous-marin conservait son élan en avant, devenant une cible mouvante sous la surface. Le bombardier,
L'enseigne Walsh devait calculer non pas où se trouvait le U-boot, mais où il serait au moment où la grenade atteindrait sa profondeur de détonation. Il avait à peine 3 secondes pour résoudre un problème de trigonométrie tridimensionnelle. Tandis que les blessés hurlèrent derrière lui dans l'appareil, Walsh largua sa bombe à 13h48 et 22 secondes. La grenade tomba, tournoyant à travers 150 pieds d'air, avant de frapper la surface de l'océan directement au-dessus de la poupe du U-564, qui avait déjà atteint 40 pieds de profondeur. Le détonateur hydrostatique était réglé à 25 pieds. L'arme descendit au-delà de la coque résistante sans exploser. Elle détonna à 25 pieds, mais 80 pieds derrière la poupe du sous-marin. L'onde de pression, atténuée par la distance et par l'eau, frappa néanmoins le bâtiment avec une force suffisante pour fissurer le pont et faire éclater les ampoules, mais pas assez pour rompre la coque. Le U-564 descendit jusqu'à 250 pieds, se stabilisa et poursuivit sa route vers l'est à faible vitesse. Suren, debout dans la salle de contrôle, le sang coulant d'une coupure au front, comprit qu'il venait de vivre le moment le plus chanceux de sa vie. Au-dessus, le Liberator tournoyait au-dessus du champ de débris, cherchant le sous-marin qui lui avait échappé. 8 grenades sous-marines restaient à bord, mais le U-564 avait disparu dans les profondeurs de l'Atlantique, et les jauges de carburant du bombardier indiquaient qu'il était temps de rentrer à la base. À 13h48 et 45 secondes, l'attaque prit fin. Temps écoulé, 1 minute 33 secondes. U-boat détruit, 7. Survivants dans l'eau, 68. Perte de la Kriegsmarine, 382 hommes morts ou disparus. Le Liberator Atlantic Reaper mit le cap au nord-ouest à 13h49, montant à 10 000 pieds pour les 8 heures de vol retour vers Argentia. Les jauges de carburant du lieutenant-commandant Harrington indiquaient 900 gallons restants, juste assez pour rentrer avec une faible réserve. L'équipage soigna ses blessés et évalua les dégâts. 23 impacts dans le fuselage, un homme mort, 2 blessés, la mitrailleuse tribord détruite et la radio hors d'usage. Pour ce prix, ils avaient anéanti 7 U-boats et dispersé 68 sous-mariniers allemands dans l'Atlantique Nord. En dessous, les survivants de l'opération Sea Teufel luttaient dans une eau à 6 degrés précaires. Le capitaine-lieutenant Friedrich Alreich, projeté à la mer depuis le U-548, s'accrochait à une caisse de munitions en bois avec 3 autres hommes. Sa montre, toujours fonctionnelle malgré l'immersion, indiquait 13h55. L'attaque qui avait détruit son monde avait duré moins de 2 minutes. Il observa le Liberator disparaître vers le nord-ouest, sachant que les secours ne viendraient pas de cette direction. La corvette canadienne HMCS Drumheller, opérant au sein du groupe d'escorte C2, reçut la transmission codée en provenance d'Argentia à 14h42. Le message, transmis par les canaux du renseignement naval, donnait des coordonnées précises et signalait la destruction de plusieurs U-boats avec des survivants à la mer. Le commandant Anthony Griffin, aux commandes de la Drumheller, modifia aussitôt sa route à vitesse maximale, 16 nœuds vers la position indiquée, à 180 milles au nord-est de sa zone de patrouille. La corvette atteignit la position à 18h20, soit 4h30 après l'attaque. Le soleil couchant inclinait ses rayons sur l'Atlantique, révélant un spectacle apocalyptique. Des nappes d'huile s'étendaient sur des kilomètres carrés. Des débris indiquèrent les endroits où les sous-marins avaient sombré. Planches, gilets de sauvetage, effets personnels et corps, certains bougeant encore, la plupart inertes, flottaient parmi les restes. Le rapport post-opérationnel de Griffin, conservé dans les archives navales canadiennes, décrivit ce que son équipage trouva avec une précision clinique, mais une horreur sous-jacente. La température de l'eau, 44 degrés Celsius, n'accordait aux nageurs sans protection
qu'environ 90 minutes avant que l'hypothermie ne provoque la perte de conscience. 4 heures et demie s'étaient écoulées. Sur les 68 sous-mariniers allemands qui s'étaient retrouvés dans l'eau, l'équipage de la Drumheller en repêcha 42 survivants. 31 furent hissés à bord vivants. 11 étaient morts d'hypothermie, toujours vêtus de leurs gilets de sauvetage qui maintenaient leur corps à flot après la mort. 26 autres ne furent jamais retrouvés, engloutis par les profondeurs de l'Atlantique qui avaient déjà réclamé leurs sous-marins. Les survivants, souffrant d'hypothermie, de choc et, pour certains, de brûlures graves, furent transportés à l'infirmerie exiguë de la Drumheller et installés dans les quartiers de l'équipage. Les marins canadiens, qui quelques heures plus tôt auraient volontiers tué ces hommes, travaillaient maintenant avec acharnement pour les sauver. Café chaud, couverture, vêtements secs, soins médicaux. La transformation d'ennemis en hommes ayant besoin d'aide se fit avec une rapidité saisissante. Le commandant Griffin nota dans son rapport que marins allemands et canadiens, incapables de communiquer par la langue, se comprenaient néanmoins parfaitement par la reconnaissance universelle de la souffrance. Le capitaine-lieutenant Friedrich Alreich, officier allemand le plus gradé parmi les survivants, se rendit officiellement au commandant Griffin à 19h45. La cérémonie traditionnelle de reddition de l'épée ne put avoir lieu. Alreich avait tout perdu, sauf son gilet de sauvetage. À la place, il donna son nom, grade et matricule, reconnut son statut de prisonnier de guerre et demanda que les noms des morts soient consignés à consigner. Griffin accepta la requête. La liste, écrite de la main tremblante d'Alreich sur le papier à en-tête officiel de la Drumheller, conserva les noms des 382 sous-mariniers de la Kriegsmarine, morts le 12 mai 1943. La corvette mit alors le cap au sud-ouest vers Halifax. Le 15 mai à 8h00, les survivants furent transférés dans des camps de prisonniers de guerre. Les morts, cousus dans des linceuls de toile alourdis de barres de fer, furent rendus à l'Atlantique avec les honneurs militaires complets durant le voyage de retour. Griffin insista pour leur offrir cette dignité, malgré les protestations de certains de ces hommes qui trouvaient déplacé d'honorer des ennemis morts. C'étaient des sous-mariniers. Ils sont morts en mer. La mer est leur tombe légitime. L'analyse du renseignement commença avant même que la Drumheller n'entre dans le port d'Halifax. Des officiers du renseignement naval montèrent à bord et commencèrent à interroger les survivants pendant que les équipes médicales tentaient encore de stabiliser les plus atteints par le froid. Épuisés et traumatisés, les prisonniers livrèrent des informations qui modifièrent profondément la compréhension alliée des opérations sous-marines allemandes. L'existence de l'opération Seeteufel, la traversée en formation de 8 U-boats dans ce que l'Allemagne croyait être une zone sans couverture aérienne au milieu de l'Atlantique, révéla des failles critiques dans les évaluations du renseignement naval allemand. Les rapports d'interrogatoire, déclassifiés en 1973, montrèrent que le haut commandement de la marine allemande ignorait tout des modifications de longs rayons d'action des Liberator, ne connaissait pas l'existence du radar ASV Mark III et n'avait pas prévu les patrouilles aériennes coordonnées guidées par le renseignement électromagnétique. La destruction en 15 minutes de 7 U-boats ne résultait pas d'erreurs tactiques individuelles, mais d'un effondrement du renseignement stratégique au plus haut niveau du commandement allemand. Le grand amiral Karl Dönitz reçut le rapport sur la destruction de l'opération Seeteufel le 14 mai 1943 au quartier général du BDU à Berlin. La perte de 7 sous-marins en une seule action constituait la pire journée de toute la guerre pour la flotte sous-marine allemande. L'impact psychologique dépassa la perte matérielle. Si la navigation en formation au centre de l'Atlantique était impossible, si les avions alliés pouvaient atteindre des zones jusque-là considérées comme sûres, si le radar pouvait détecter les sous-marins en surface bien au-delà de la portée visuelle, alors tout le fondement stratégique des tactiques de meute s'effondrait. Les ordres opérationnels du BDU,
publiés le 16 mai 1943, marquèrent un tournant doctrinal majeur. Toute navigation en formation de jour fut interdite. Les sous-marins reçurent l'ordre de transiter seuls, entièrement submergés pendant la journée, et de ne faire surface que la nuit pour recharger leurs batteries. Les tactiques agressives des meutes de loups, qui avaient failli couper la ligne de ravitaillement britannique, furent abandonnées au profit d'une stratégie d'évitement défensif. La bataille de l'Atlantique avait atteint son point de bascule. 15 minutes au-dessus du centre de l'océan avaient accéléré la défaite navale de l'Allemagne. Le seul U-boot survivant de l'opération, le U-546, continua ses missions jusqu'au 24 avril 1945, date à laquelle il fut coulé par le destroyer d'escorte USS Flaherty durant les dernières semaines de la guerre en Europe. Le capitaine Paul Dietrich mourut avec son bâtiment. Sur l'équipage qui avait survécu au 12 mai 1943, seuls 16 hommes vécurent assez longtemps pour se rendre. Ils portèrent jusqu'à leur mort la culpabilité du survivant, hanté d'avoir échappé là où 382 camarades avaient péri. Un fardeau décrit dans des études psychiatriques d'après-guerre sur les vétérans des U-boats. Le lieutenant-commandant James Harrington reçut la Navy Cross pour son action du 12 mai 1943. Sa citation soulignait que son attaque agressive, malgré un feu anti-aérien intense et au péril de son appareil et de son équipage, avait entraîné la destruction de 7 sous-marins ennemis et l'élimination d'une menace majeure pour la navigation alliée. Il effectua encore 37 missions de combat avant d'être rapatrié en novembre 1943. Il survécut à la guerre et mourut en 1987, à l'âge de 72 ans, sans jamais parler publiquement des 15 minutes au cours desquelles 382 hommes périrent. Les 31 survivants allemands passèrent le reste de la guerre dans des camps de prisonniers au Canada et aux États-Unis. Conformément au protocole de la Convention de Genève, ils ne pouvaient être contraints à un travail militaire, mais beaucoup se portèrent volontaires pour travailler dans les fermes canadiennes en manque de main-d'œuvre. Les témoignages d'après-guerre de ces survivants révélèrent que le fait d'avoir été témoins du traitement humain et respectueux des prisonniers par les Canadiens, conforme au droit international, avait profondément changé leur perception des ennemis qu'ils avaient combattus. Le capitaine-lieutenant Friedrich Alreich, doyen des survivants du U-548, retourna en Allemagne en 1947 et devint officier de la marine marchande. En 1963, il assista, en invité d'honneur, au baptême du HMCS Margar, navire successeur du HMCS Drumheller. Dans le discours qu'il prononça à cette cérémonie, discours conservé aujourd'hui aux archives navales canadiennes, Alreich rendit hommage à ceux qu'il avait jadis capturés. Le commandant Griffin et son équipage nous ont montré l'honneur que des guerriers peuvent offrir à des ennemis vaincus, nous sauvant la vie et nous traitant avec dignité, alors que nous n'avions aucun droit d'attendre autre chose que la mort qui avait emporté nos camarades. Les 15 minutes au-dessus de l'Atlantique Nord, le 12 mai 1943, démontrèrent ce que la capacité industrielle, l'innovation technologique et le courage tactique pouvaient accomplir contre un ennemi qui avait dominé la guerre sous-marine pendant 4 ans. Le Liberator, qui n'aurait pas dû pouvoir voler si loin. Le radar que le renseignement allemand ignorait totalement. Les grenades sous-marines qui frappaient avec une précision implacable, malgré le feu anti-aérien. Cette combinaison s'avéra imparable. Aujourd'hui, les coordonnées 47°23' nord, 19°41' ouest ne marquent aucun monument. L'Atlantique ne révèle rien de ce qui s'y est passé. Cette U-boat repose au fond de l'océan, à 2400 pieds de profondeur, dans l'obscurité et le froid. Les 351 hommes morts avec leur navire demeurent à leur poste, sous-mariniers éternels dans des tombes d'acier. Les mathématiques de la guerre les ont réduits à des statistiques. 7 sous-marins détruits, 382 victimes, 15 minutes de combat. Mais chaque chiffre représente un homme qui avait embrassé sa famille avant de partir, monté à bord d'un sous-marin,
convaincu que ses calculs défensifs étaient justes, et qui découvrit trop tard que la technologie avait rendu le courage inutile. Les survivants, Allemands comme Alliés, gardèrent des souvenirs très différents de cet après-midi-là. Les Allemands se rappelaient la terreur de voir leur monde exploser autour d'eux, l'Atlantique glacial engloutissant leurs camarades, et la miséricorde inattendue d'ennemis venus les sauver. L'équipage du Liberator, lui, se souvenait de l'exécution mécanique de sa mission, du feu antiaérien qui transperçait leur appareil, et de la conscience aiguë que chaque grenade larguée tuait des hommes sans aucune chance de survie. La guerre transforme les êtres humains en rouages d'un système industriel, où le courage individuel compte moins que la supériorité technologique. Les 15 minutes au-dessus de l'Atlantique Nord en furent la preuve d'une cruauté absolue. Les hommes courageux morts ce jour-là dans leurs U-boats ne furent pas vaincus par manque de bravoure ou de compétence, mais parce qu'ils combattaient avec des outils inférieurs à ceux de leurs adversaires. Leur sacrifice n'apporta à l'Allemagne qu'un sursis, et leurs morts démontrèrent que, dans la guerre industrielle, la victoire appartient non pas aux braves, mais à ceux qui disposent des meilleures machines, du meilleur renseignement et d'une logistique supérieure. Le dernier témoin direct de cette bataille, un mécanicien allemand repêché par la Dremiller, mourut en 2003 à l'âge de 81 ans. Avec lui, disparut la dernière mémoire vivante de ces 15 minutes qui avaient changé à jamais la guerre sous-marine. Il ne reste aujourd'hui que des documents, des photographies et l'océan qui gardent ses secrets. L'Atlantique abrite 7 sous-marins et 351 morts, témoins muets du moment où la technologie triompha du courage et où la puissance industrielle écrasa l'innovation tactique. Ensuite, vous avez 2 autres histoires marquantes juste sous vos yeux. Si celle-ci vous a touché, vous ne voudrez pas manquer les suivantes. Il vous suffit de cliquer et de les découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.